Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans votre institut hospitalo-universitaire. Je m'appelle Jamel Asbri, je suis chirurgien ORL dans le service du professeur Michel à la Conception à Marseille et je travaille également à l'hôpital d'Aubagne, au centre hospitalier d'Aubagne. Et je vais vous parler des troubles du goût et des odeurs post-Covid-19. Donc ce qui a marqué, comme vous le savez, dès le début de cette pandémie, c'est le nombre important de patients présentant des troubles du goût et de l'odorat, à un tel point que ces symptômes ont été ajoutés comme critères du diagnostic de la maladie. L'association anosmie et dysgeusie présente en effet une forte valeur prédictive positive et une importante valeur prédictive négative. Alors les coïncidences font bien les choses puisque nous sommes actuellement en pleine semaine du goût. Et c'est l'occasion de préciser la notion de goût et d'introduire celle de flaveur. Puisque ce que nous appelons le goût, c'est en fait l'association de différentes sensations qui mêlent à la fois les saveurs, le sucré, l'acide, l'amer, les odeurs, les arômes, les textures des aliments, plus ou moins fondants, croquants, chauds ou froids. Et l'ensemble de ces sensations réunies, c'est ce qu'on appelle la flaveur. Et on comprend que lorsque l'un des éléments constitutifs de la flaveur est altéré par le coronavirus, cela entraîne automatiquement un trouble de la sensation gustative et une dysgeusie. Les substances olfactives sont aéroportées par voie antérieure lorsqu'on approche un aliment de notre bouche et par voie postérieure, une fois que l'aliment est mastiqué et que les arômes sont libérés, c'est la voie postéro-nasale. Ces substances vont ensuite stimuler le neuroépithélium olfactif qui tapisse les fentes olfactives, qui est une zone très étroite située à la partie supérieure des fosses nasales. Cet épithélium est constitué de différents types de cellules. On a le neurone olfactif primaire, bien sûr, les cellules souches, les cellules de soutien avec les cellules sustentaculaires et les cellules basales. Les informations sont ensuite transmises via les filets nerveux de l'olfaction vers le bulbe olfactif qui contient les cellules glomérulaires et les cellules nitrales. Et ensuite, ces informations sont traitées par différentes zones au niveau cérébral. On peut citer entre autres le tubercule olfactif, des zones au niveau de l'amygdale et de l'hippocampe. Donc le mécanisme d'action par lequel le coronavirus pourrait induire des troubles de l'odorat serait sa capacité à se fixer sur l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, ACE2, ou sur la protéine TMPRSS2, qui est la transmembrane protéase sérine 2. Et ces protéines sont particulièrement exprimées au niveau de la muqueuse des cavités buccales, de la muqueuse des cavités nasales et pharyngées, et de manière très importante au niveau du neuroépithélium olfactif, comme on peut le voir sur cette iconographie. Elles seraient également présentes au niveau des cellules des glandes salivaires et des papilles gustatives, ce qui explique pourquoi chez certains patients, on observe des troubles de la sensation gustative des saveurs avec un odorat conservé. Donc voici les différentes hypothèses physiopathologiques que nous avons détaillées avec les différents types d'atteintes. Alors il faut savoir qu'elles ne sont pas du tout indépendantes entre elles et peuvent être associées. On peut supposer tout d'abord qu'il y a une inflammation importante au niveau de la fente olfactive qui entraînerait une obstruction complète de la fente olfactive comme on peut le voir sur ce scanner. Ça expliquerait pourquoi on observe chez certains patients une récupération complète de l'odorat une fois la guérison de l'infection obtenue. On peut également avoir une atteinte spécifique et une destruction du neurone olfactif primaire. Et le phénomène d'apoptose du neurone olfactif serait peut-être un mécanisme de défense qui empêcherait le virus d'envahir le système nerveux central. Et la régénération du neurone à partir des cellules souches expliquerait le phénomène de parosmie observé, qui sont des sensations odorantes incohérentes, aberrantes. Ce sont des patients qui, par exemple, décrivent des odeurs nauséabondes ou de toast grillé lorsqu'on leur présente une tasse de café. On a ensuite les atteintes plus centrales avec l'atteinte du bulbe olfactif
qui a été objectivé sur des examens IRM avec des œdèmes au niveau du bulbe et des atteintes au niveau cérébral avec les données de l'imagerie métabolique qui ont retrouvé un hypométabolisme au niveau de certaines zones cérébrales en lien avec l'olfaction. Et enfin, on pourrait également avoir une atteinte des cellules de soutien sustentaculaire qui expriment de manière importante ACE2, ce qui entraînerait une désorganisation complète de l'architecture du neuroépithélium olfactif. La prise en charge de ces patients présentant ces troubles sensoriels repose bien évidemment sur la réalisation d'un examen clinique ORL complet, avec une endoscopie des fosses nasales qui est un temps essentiel, la réalisation du test psychophysique avec le sniffing stick test que nous allons détailler, et des examens paracliniques avec l'imagerie IRM et le TEP cérébral. L'endoscopie des fosses nasales, c'est un examen qu'on réalise de routine en consultation. C'est un temps de l'examen clinique. Ça permet de visualiser les fosses nasales et plus particulièrement la zone des fentes olfactives afin de s'assurer qu'il n'y ait pas d'anomalie à ce niveau-là. C'est bien toléré, ça se fait à la consultation sans anesthésie. Et je vais vous montrer une petite vidéo d'endoscopie. Donc vous allez être... Donc on a le cornet moyen ici. Donc on peut glisser sur le cornet moyen, ça fait pas du tout mal. On a le septum en haut, le patient est couché, le haut du patient est là. Là on a le cornet moyen et on va voir la fente olfactive qui va apparaître au-dessus dans cette zone-là. Donc on peut voir s'il y a un polype, s'il y a une tumeur, s'il y a de l'inflammation à ce niveau-là. Donc c'est comme si on était dans la peau d'un écouvillon pour test Covid, en quelque sorte. Donc ça se fait avec un endoscope rigide. Donc le test psychophysique ou sniffing stick test est une évaluation semi-objective de l'odorat d'un patient. Il consiste en la réalisation d'un test de seuil où on fait sentir au patient une substance odorante à des concentrations plus ou moins importantes, et un test d'identification où on demande au patient d'identifier telle ou telle odeur. Et ce test est important car il permet le suivi de l'évolution au long cours. L'imagerie, avec l'IRM cérébral centré sur les bulbes, qui permet de visualiser, comme on voit sur ces images, un œdème important au niveau des bulbes olfactifs. Elle permet de voir également une modification du signal au niveau des bulbes ou une atrophie à distance. Le TEP scanner, l'imagerie métabolique qui permet de repérer des troubles du métabolisme au niveau des régions cérébrales concernées par l'olfaction. En ce qui concerne la prise en charge thérapeutique, il y a très peu de données dans la littérature et rien n'a réellement prouvé son efficacité pour le traitement des patients anosmiques post-infection à Covid-19. On peut citer par exemple la corticothérapie générale ou par voie locale, intranasale, qui permettrait de lutter contre l'inflammation. La vitaminothérapie, dont le but serait de stimuler la régénération du neurone olfactif. Mais ce qui est largement proposé, c'est le training olfactif, qui est un traitement simple, facile à mettre en œuvre, où on fournit une liste de substances au patient qu'il doit lui-même se procurer, afin qu'il effectue lui-même des exercices quotidiens de rééducation. C'est une sorte de kinésithérapie des odeurs, et ça doit se faire sur une période un peu prolongée. En matière de prévention, on peut citer également les lavages de nez au sérum physiologique enrichi au cuivre, qui permettrait d'éviter la survenue de pertes d'odorat par un effet à la fois mécanique et biologique. Enfin, en conclusion, le suivi de ces patients anosmiques est très important, parce que le retentissement dans la vie quotidienne est énorme. Ce sont des patients qui ont une perte du plaisir à s'alimenter, et un soutien doit leur être proposé, notamment pour qu'ils puissent effectuer le training olfactif de manière correcte. Voilà, je vous remercie de votre attention.